Bonsoir, chers amis téléspectateurs. Je suis très heureux de vous retrouver à l'occasion de ce nouveau numéro de votre émission Leçons de vie. La culture est ce qui nous reste lorsque nous avons tout perdu du temps. Nous recevons aujourd'hui un grand homme de la culture. Il a été en charge de la sauvegarde du patrimoine culturel et ce pendant près de 13 ans à la tête de la Semaine nationale de la culture. Vous l'aurez sans doute deviné, il s'agit de Jean-Marie Dansa Bichibali qui nous reçoit à l'occasion de cette émission. Bonsoir, M. Bichibali. Bonsoir. Il faut dire que le nom Bichibali, ça ne court pas les rues. Est-ce qu'il y a une signification particulière à ce nom? Oui, Bichibali, c'est l'espace centre-nord, c'est-à-dire dans le Sourou. Le village, c'est précisément Kouy, à 17 km au nord de Tougan. En fait, ce n'est pas Bichibali. D'accord. Le nom à l'origine, c'est Bichiboale. Bichiboale. Voilà. Okay. C'est Bichiboale et dans les transcriptions, on a fini par... pour certains de mes frères, c'est Bichibali. D'accord. Chez moi, les prêtres qui m'ont accueilli à l'école ont transcrit le nom Bichibali. Okay. Sinon, en réalité, c'est Bichiboale. Et en fait, nous sommes Zerbo. Ok, à l'origine, c'est Zerbo. Voilà. Okay. Donc, on dit normalement Zerbo Bichiboale. Et ça veut dire quoi? Il y a une signification particulière? Bichiboale, d'abord, Zerbo, ça veut dire tracer le chemin. C'est généralement les noms que portent les chefs dans la partie nord du pays sans. Okay. Et Bichiboale, c'est une circonstance particulière qu'un de nos ancêtres a rencontrée et qui a fait que les griots se sont exclamés en disant Zerbo Bichiboale. Bichi, c'est une espèce de grosse vipère qu'on rencontre dans les zones sahéliennes. Généralement, vous la trouvez enroulée généralement. Mais dès que vous touchez la queue, elle vous mord. Okay. On appelle ça en Djoula Dangala. Je ne sais pas comment ça s'appelle en Moré. Et justement, ce serpent, l'un de nos ancêtres qui, vous savez, les sangs ont le tam-tam de guerre. Nous appelons ça bien marais, le tam-tam de l'éléphant. Okay. Quand tout sang de chez nous entend ça, il sait que ça ne va pas. Et donc, il a entendu ce son, étant en brousse, et il a cru qu'il y avait une attaque au village. Okay. Il est venu à toute allure, et probablement, il a dû marcher sur la queue de ce serpent, qui a bondi pour le mordre. Et comme il avait sa besace, le serpent ne l'a pas atteint et il s'est accroché à la besace. C'est comme ça qu'il est venu au village. Il se trouvait que ce n'était pas une attaque, mais plutôt un des anciens qui était décédé. Et le tam-tam annonçait ça. Et quand le griot l'a aperçu, il a dit « Zerbo Bichiboale ». C'est-à-dire le serpent qui s'est détendu, qui est prêt au combat. C'est ça que ça veut dire. Okay. Et Dansa? Dansa, c'est un nom assez énigmatique. Okay. Généralement, les gens qui portent Dansa, les parents ont eu de gros problèmes de maternité. Okay. Tous les enfants qui naissent décèdent généralement. Et certains parents vont s'adresser à des détenteurs de certains fétiches. Et on appelle ça Dansata, le canari du Dansa. Le Dansa, c'est une toute petite souris qu'on rencontre à la lisière des villages. Quand vous creusez, la souris sort, mais elle ne fuit pas. Elle est très pacifique, elle ne fuit pas. C'est ça qu'on appelle Dansa. Et justement, la femme qui a des problèmes de maternité peut aller demander le secours du détenteur de ce patrimoine. Et généralement, quand ça marche, elle donne le nom Dansa à l'enfant qui naît. Et nous sommes deux. Ma grande sœur, qui s'appelle Dessané, et moi, je m'appelle Dansa. Dessané, c'est le féminin de Dansa. C'est comme si nous étions des jumeaux. D'accord. Parce que nous sommes tous nés sous le signe de ce patrimoine-là. Voilà un peu Dansa, ce que Dansa veut dire. Donc nous voyons très bien que nous avons effectivement affaire à un monsieur qui maîtrise très bien sa culture. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons essayé de savoir qui était monsieur Bichibali à travers la Bio Express que nous déroulons en 2 minutes pour résumer votre parcours, pour résumer votre vie. Okay. Suivant. Il est l'un des tout premiers cadres du ministère en charge de la culture du Burkina Faso. Notre invité du jour arrivera premier du test de recrutement et intégrera en 1988 la direction des arts du spectacle et des lettres. Jean-Marie Dansa Bichibali n'aura de cesse de prouver qu'il est un homme éminemment culturel.
Connu pour être un sauveur du patrimoine culturel burkinabé à travers les innovations qu'il a apportées à la Semaine nationale de la culture SNC, Dansa Bichibali est une voix qui compte. Rares sont les villages du Burkina où le pèlerin culturel n'a pas posé ses pieds. Chant, danse et toute autre forme d'art attirent son attention. De 2000 à 2013, c'est lui qui sera à la tête de la Semaine nationale de la culture en tant que secrétaire permanent. Son credo est qu'aucune culture ne mérite d'être perdue. La qualité de l'homme fait que le gouvernement lui alloue une double casquette. Il sera dans le même temps à la tête de la SNC, mais aussi le directeur régional de la culture et du tourisme des Hauts-Bassins. De 2013 à 2017, Jean-Marie Dansa Bichibali sera affecté à la Maison de la Culture Monseigneur Anselme Titiaman Sanon de Bobo Dioulasso. Il est admis à la retraite en janvier 2018, mettant ainsi officiellement fin à une carrière qu'il a commencée en 1984 en tant que professeur de français. Monsieur Bichibali est venu au monde en 1957 dans le village de Menta, cercle de Bankas, en République du Mali. Il obtiendra son certificat d'études primaires à l'école fondamentale catholique de Menta et Ségué en 1970. 3 ans plus tard, il obtenait son diplôme d'études fondamentales DEF à l'école fondamentale catholique de Bandiagara au Mali. En 1975, Dansa Bichibali obtient la première partie de son baccalauréat en lettres modernes au lycée de Markala. En 1976, il obtient la deuxième partie de son baccalauréat en philosophie et langue, toujours au lycée de Markala au Mali. Il obtiendra son diplôme universitaire en lettres modernes à l'École nationale supérieure de Bamako. Les connaissances culturelles de Jean-Marie Dansa Bichibali ont été sollicitées en maintes reprises dans plusieurs pays où il se rend régulièrement: Brésil, France, Allemagne, Libye, Danemark, Côte d'Ivoire et Mali, entre autres. Comme il fallait s'y attendre, Dansa Bichibali a eu en charge le volet culturel de la célébration du cinquantenaire du Burkina Faso en 2010. Jean-Marie Dansa Bichibali a été fait chevalier de l'Ordre du Mérite des Arts, des Lettres et de la Communication en 2005. Soulignons enfin qu'il est marié et père de 5 enfants et 2 petits-enfants. En guise de retraite, notre invité du jour anime des conférences, ateliers et formations sur la culture et le tourisme, et sa vie est une leçon qu'il vient partager avec nous, à leçon de vie. Cette bio express résume-t-elle assez votre parcours? Ah oui, parfaitement. D'accord, rien à ajouter là-dessus? Ah non, c'est bon. Ok. Nous entamons cette émission avec la partie justement vie professionnelle pour scruter un peu votre parcours sur le plan professionnel. Nous savons que vous avez commencé comme professeur de français. Quel souvenir gardez-vous de ce tout premier poste? Bien, l'enseignement supérieur, c'est à l'École normale supérieure de Bamako. Ça veut dire que c'est un établissement qui forme les professeurs de lycée. Et j'ai fait la série Lettres modernes. Et donc, j'ai d'abord enseigné à Bamako dans un lycée qui s'appelle Bouyagui Fadiga comme stagiaire. Et c'est à l'issue justement de ce stage que j'ai obtenu mon diplôme. Ensuite, j'ai travaillé une année à l'Institut pédagogique national du Mali en tant que stagiaire. Et en 1985, je suis rentré au Burkina. J'ai enseigné à Banfora dans un privé. Okay. Et ensuite, je suis descendu sur Ouagadougou. Ça, c'était en octobre 1986. Et puis, bon, j'ai suivi le processus comme tout jeune burkinabé. Je suis allé faire le service national populaire. À l'époque, on appelait ça le CERNAPO, le service national populaire. Je suis de la 6e promotion de l'UMILA. Et j'ai eu la chance de faire ma production à la direction du service national populaire à Ouaga. Et cela m'a permis d'avoir une grande ouverture sur la connaissance de beaucoup de gens au Burkina Faso. Okay. Et ensuite, bon, c'est pendant justement cette production que je me suis présenté pour le concours lancé par le ministère de la Culture. Donc, en fait, d'enseignement, je n'ai pas eu un parcours assez consistant pour ce qui concerne l'enseignement. J'ai beaucoup plus travaillé dans le registre de la culture. D'accord. Au niveau de la CENAPO, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu quelques anecdotes? Qu'est-ce que vous avez appris? Le service national populaire est une merveilleuse école. C'était une merveilleuse école. Parlez-nous un peu. Bien, en 1987, nous avons fait partie de la promotion qu'on appelait à l'époque la promotion des provinciaux, parce que la levée se faisait généralement en janvier.
Et c'était pour la grande majorité des gens venus des provinces, mais il y avait quelques étudiants également en fin de cycle. Parmi ces étudiants, vous avez Joseph Paré, qui a été ministre de l'Enseignement supérieur. Vous avez Pierre Serwo, qui est aujourd'hui au ministère de l'Action sociale. Vous avez Mourbo Bari, qui est le grand frère de l'un des anciens de la télévision nationale, Rodrigue Bari. Donc, plein de gens que j'ai côtoyés. L'actuel DG du FESPACO, Soma Ardjouma, nous étions dans la même compagnie. Et c'est des moments exceptionnels. C'est vrai que c'est rude. C'était très rude comme formation. Mais on s'y habitue très rapidement. Surtout le repas en commun, la nourriture qui se prépare dans des barriques, le sac de riz qu'on vient verser directement dans la barrique qu'on prépare. Et au début, vous avez une certaine répugnance qui est rapidement dépassée. Et vous vous accoutumez à ça et un esprit de camaraderie naît entre vous. Il y a une grande solidarité qui naît entre vous. Et cela m'a beaucoup aidé même dans mon parcours professionnel parce que quand je suis venu dans l'administration culturelle, et chaque fois qu'il y avait des dossiers à suivre, notamment les financements et autres, il fallait courir derrière les contrôles financiers et consorts. J'ai rencontré toujours un camarade de promotion quelque part. Ce qui vous met du baume au cœur. Et en même temps, ça vous facilite certains trucs en termes de communication et d'échange avec les services que vous sollicitez. Par la suite, vous intégrez le ministère en charge de la culture en 1988. Oui. Voilà, racontez-nous un peu comment cela s'est passé. C'est merveilleux. Dans mon cas, nous sommes allés à Nassau pour la clôture, de notre formation et la promotion devait sortir. Nous avons fait les festivités à Nassau ici et puis on est retourné à Ouagadougou. Et le jour où on devait restituer tout le matériel, à l'époque, Laurent Sedgo était le DG, le directeur du service national populaire. On devait restituer tout le matériel et à 15h, chacun devait rejoindre sa famille. Et c'est justement ce jour, après la restitution du matériel de l'armée, à 15h, j'étais dans la chambre en train de préparer mon sac. Il y a un appelé de la promotion suivante qui accourt et qui dit « Est-ce que Bichibali est là ?» Je réponds, il dit « Ah, il y a le lieutenant Sawadogo qui te cherche. » Le lieutenant Sawadogo, c'était notre chef de service. Parce que, soit dit en passant, nous nous occupions du journal du service national populaire, Lady Mère et la voix de l'appelé. Je sors et le lieutenant qui cale sa moto et qui me dit « Bichibali, je suis très fier de toi. » Je dis « Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il dit « Oui, tu as participé à un test et tu es admis. » Le communiqué est passé tout à l'heure. Je venais te le dire parce que je suis particulièrement content. Vous voyez, je suis sorti du service national populaire et venu directement commencer le travail au ministère de la Culture. C'est une chance que beaucoup de jeunes burkinabés n'ont pas eue. C'est le premier test que j'ai fait au plan national. Ça m'a réussi. Au début, la culture, ce n'était pas trop mon truc. C'est vrai que j'ai fait des études de lettres. C'est un peu dans ce registre, mais ce n'était pas trop mon truc. Et très rapidement, je me suis rendu compte que c'est un domaine à explorer. Surtout que nous avions comme responsable un homme de culture très célèbre qui est Prosper Compaoré, qui nous a rapidement intégrés et qui nous a aidés vraiment à travailler, soit dit en passant. Je suis arrivé 1 mois avant Koudougou Réo 88. 1 mois avant Koudougou Réo. Et Prosper dit, bon, vous intégrez les commissions. Et moi, il me met dans la commission accueil et hébergement. Alors on arrive à Koudougou, il dit, Bichibali, tu viens du service national populaire, va me chercher des matelas à Badala. Badala, c'est juste après Dédougou, sur la route de Nouna. Alors, je prends les camions Babangida. À l'époque, il y avait des camions que le président nigérien Babangida avait offerts au Burkina, sous le CNR. Donc, je prends les camions Babangida, 4 camions, et je vais à Badala pour chercher les matelas. Je tombe sur le lieutenant Blaise Nitiema, qui m'a connu à la direction du SNP. Et quand je lui ai expliqué le mobile de mon déplacement, il me dit, bon, ça ne pose pas de problème. Il a fait siffler un rassemblement. Les appelés ont trié les matelas, ont chargé les camions, et Blaise nous a fait servir à manger, à boire, à mon équipe de chauffeurs et à moi. Et cet homme, je ne peux pas oublier. Et je suis revenu avec les matelas comme ça. Prosper était étonné, il ne comprend pas comment j'ai pu avoir. C'est l'esprit de famille que j'ai pu acquérir à la direction du service national populaire qui nous a facilité beaucoup de choses. Et à la fin de la SNC, j'ai restitué les matelas. Il manquait 6 matelas.
Blaise me dit, après une manifestation si grande, si c'est 6 matelas seulement qui manquent, Bichibali, félicitations, c'est bon. D'accord. Ah oui, ça a été des moments assez bien. Donc, je suis arrivé 1 mois avant Koudougou Réo. Et à l'époque, si vous avez souvenance, c'était la cuisine populaire. Pour tout le comité d'organisation, on préparait et puis bon, chacun vient manger. Et moi, je vais chercher les matelas à Badala. Quand j'arrive, je trouve qu'on a fini de manger. Il ne restait plus rien. Ça a été très difficile pour nous au début, mais on s'y est habitué. Et immédiatement après Koudougou Réo, Prosper me dit, Bichibali, il y a un festival qui se tiendra à Boaké en août, intitulé le Festival de théâtre scolaire et universitaire de la francophonie. À l'époque, Laurent Donan-Fologo était ministre de l'Information et de la Culture en Côte d'Ivoire. Il dit, comme nous avons organisé le FNAS, le Festival national des arts du secondaire et du supérieur, qui était un festival qui se tenait à l'adresse des élèves des lycées et des universités. Et c'est le lycée de Koudougou qui avait été retenu. Il dit, bon, va travailler à parfaire le spectacle de Koudougou et tu les amèneras à Boaké. Ça a été ma toute première mission. D'accord. Et quelles sont les valeurs que vous avez développées sur le plan professionnel qui vous ont permis de relever tous ces différents défis qu'on vous confiait? Premièrement, dans ce domaine-là, j'ai compris qu'il faut être très humble. L'habit du diplôme et consort, il faut le mettre de côté. Et comprendre qu'on est permanemment à l'école et qu'on apprend. Et dans l'apprentissage, on grandit. Cela a été une arme assez intéressante pour moi. Et ensuite, savoir écouter les gens. Ne jamais croire que c'est vous qui connaissez. Savoir toujours que l'autre est porteur de valeurs, de savoir et de savoir-faire qui peuvent aider à améliorer les choses. Quand on se cantonne sur ce qu'on connaît soi-même, on s'appauvrit. Je crois que ce sont ces éléments qui nous ont beaucoup aidés à évoluer, à comprendre les hommes et surtout à travailler avec les hommes, à apprendre beaucoup des hommes. Nous avons rencontré justement des personnes qui vous ont côtoyé sur le plan professionnel. Écoutons leur témoignage. Pour moi, Bichibali, c'est une source de lumière au niveau de la culture. Je traversais des moments difficiles. Il m'a appelé. Il m'a posé quelques questions. J'ai répondu. Et il m'a dit, tu sais que tu as une première femme. J'ai dit quoi? J'ai dit, je n'ai pas de femme, j'ai une seule femme. Il m'a dit non. Il dit que, comme dans toutes les couples, quand ça ne va pas, c'est dur, tout ça là. Il dit, mais toi, ta première femme, elle n'est pas jalouse. Il suffit de retourner la voir et tu la caresses. Je dis, comment ça? Il dit, ta première femme, c'est la peinture, elle ne va jamais t'abandonner. C'est profond pour moi. Pourquoi? Parce que, quels que soient les moments difficiles, quand je me retrouve en face de mes peintures où je prends un crayon, je dessine, je revis ces moments, cette phrase. Et ce que vraiment je retiens de SP Bichibali, c'est que c'est un homme vraiment très très humble. Il a le sens de l'humilité. Il aimait le travail bien fait et la rigueur dans le travail. Il appréciait ça surtout. Parce que lui-même, quand tu le voyais travailler, quand tu le vois comment il se donne au travail, ça t'encourage également. Tu veux vraiment suivre ses pas. Quelqu'un qui pouvait quitter sa famille, avant 7 heures, il est au bureau. Il était au bureau avant 7 heures. Et tout le monde partait le laisser au bureau. Parler d'un homme de la trempe de Bichibali dans sa Jean-Marie, c'est comme me demander de lire en intégralité un dictionnaire. Je peux dire que Bichibali est aujourd'hui, pour moi, le répertoire des ensembles artistiques de la région des Hauts-Bassins. Il est pour moi la somme des histoires de toutes les structures culturelles de la région des Hauts-Bassins. Il n'y en a pas un seul qu'il ne peut pas citer et vous dire son origine et vous dire comment il a évolué
Et si l'ensemble n'existe plus, Bitibali sait de quel mal il est mort. Bitibali est un homme affable. Il est modeste, sympa, il aime l'humour, il aime plaisanter, mais très rigoureux dans le travail, très professionnel dans son travail, un homme passionné, je dirais même très passionné pour les arts et la culture de son pays. Et un manager d'hommes qui comprend les gens, qui aime les gens, qui partage son expérience. Voilà ce que j'ai beaucoup aimé de ce monsieur. Il a une grosse tête, mais remplie de bonnes choses. Lorsqu'il était directeur régional de la culture à Bobo, moi je suis arrivé en tant que conservateur du musée, c'était mon patron. J'ai beaucoup appris avec lui. Il m'a amené à comprendre et à aimer les arts de la scène. Je sortais souvent avec lui pour aller dans les villages, à Satiri, pour voir comment les troupes se préparaient dans d'autres localités de Haut-Bassin. Et j'ai commencé à connaître un peu les troupes, à apprécier les béabas des arts de la scène. Ce qui m'impressionne aussi, c'est que c'est quelqu'un qui s'est battu pour la promotion et la valorisation de ce qu'on appelle les cultures en danger et les cultures frontières. De quoi justement parle votre collaborateur quand il parle de culture en danger, culture en frontière? Très bien. Prosper Tchandrebego est un camarade. Nous sommes arrivés au ministère par le même test. Lui, il a fait histoire. Nous avons beaucoup travaillé ensemble. Quand il parle de culture en danger, vous savez que le Burkina est un grand kaléidoscope culturel. Nous avons plus de 60 communautés culturelles qui ont leurs expressions. Et une administration culturelle qui va se contenter de faire la promotion des plus connus est une administration assassine. Parce qu'elle va travailler à faire mourir progressivement les autres. Nous avons des minorités dans ces pays qui sont en train de perdre leur langue, dont les valeurs sont en train de disparaître. Prenez le cas des Tchefo, dans les hauts-bassins, qui ont été attaqués à la fin du 19e siècle par les armées de Samori Touré. Ce peuple s'est dispersé, la langue a pratiquement disparu. Un seul village au bas de la falaise qui s'appelle Dramadougou, ce seul village parle Tchefo. Sinon les autres ont pratiquement perdu la langue. Vous avez les Kurumba dans la partie nord du Burkina. Quand vous prenez les Kurumba, que les Mossi appellent les Fulsé, c'est une communauté qui se croit aujourd'hui Mouaga. Alors que c'est des peuplements pré-Mossé. Ils étaient sur la terre du Burkina avant l'arrivée des Mossé. Cette communauté est en train de perdre sa langue. Nous avons travaillé pendant les semaines nationales de la culture à les rendre présents sur la SNC, non pas en compétition, mais d'abord sur le volet festival. Pour que, premièrement, eux-mêmes, ils se rendent compte qu'ils sont porteurs de valeurs, de savoir et de savoir-faire qui méritent d'être irradiés et que toute la nation puisse en bénéficier. Ensuite, que la nation entière les découvre. C'est comme ça qu'on a fait venir le Kogorogo de Solé, nous avons fait venir la troupe de Toulfé, nous avons fait venir Boyena Ousmane de Pobé Mangao et beaucoup d'autres artistes de cette région qui ont participé aux différentes éditions de la Semaine nationale de la culture. Et les animations de lutte se faisaient avec les ensembles instrumentaux Kurumba. Et il y a également d'autres communautés dans ce pays, par exemple la communauté Bissa. Les Bissa et les San, c'est la même famille, c'est les mêmes expressions, les San, les Bissa, les Soussous de Guinée, les Bobos d'ici, les Gourous de Côte d'Ivoire, nous avons la même origine. Donc, ces communautés, si on ne les met pas en valeur, nous sommes en train de tuer des valeurs. Or, la diversité culturelle, qui devait être le mot d'ordre de toute administration culturelle, devait permettre à chaque communauté de se sentir concernée par la question du développement de la nation. Tant qu'un enfant de ces pays ne se sent pas interpellé, nous n'avons pas réussi notre mission. Il faut que chaque culture se sente concernée, se sente interpellée et mette en exergue ses valeurs. Il y a une édition où nous avons découvert par exemple les blés. Il n'y a pas 10 villages blés au Burkina, c'est dans, comment vous appelez ça, dans la Léraba. Nous avons fait venir un ensemble blé
Ils ont animé sur la Semaine nationale de la culture et la télévision nationale a réalisé un documentaire sur les blés. Et du coup, les ressortissants se sont organisés. Et aujourd'hui, c'est une des associations les plus dynamiques dans la région des Hauts-Bassins. Maintenant, les territoires frontières. Moi, je suis un enfant des territoires frontières, je vous l'ai dit, parce que pendant la colonisation, les parents, vous savez, le colonisateur a utilisé les chefs de canton pour étendre son pouvoir. Et les chefs de canton ont exercé un pouvoir sans limite. Et c'est comme ça que certains peuples ont dû se déplacer. Donc, les espaces culturels qui sont à cheval sur deux pays, vous allez dans la région de Faramana, vous allez dans la région de Koloko, ou bien vous allez carrément dans la zone de Tchiou, dans les Yatenga, vous avez les mêmes peuples de part et d'autre. Ces cultures, il faut travailler à les valoriser. Si on ne les valorise pas, c'est des communautés qui vont disparaître. La disparition, c'est quoi? Ce n'est pas mourir, mais perdre ses valeurs. Et tomber dans l'escarcelle d'une autre communauté. Vous savez, comme Mamoudou Ouedraogo aime à le dire, nous avons des langues cannibales dans ce pays. Par exemple, le moré est une langue cannibale qui fait disparaître toutes les langues autour d'elle. C'est exactement la même chose pour le Djoula. Donc il faut travailler à valoriser les peuples pour que les expressions, le savoir et le savoir-faire de chaque communauté contribuent à la construction de la nation, parce que nous ne sommes pas encore une nation. La nation interpelle une concorde des cœurs. Ok, vous avez été pendant 13 ans à la tête de la Semaine nationale de la culture. Quelles sont les innovations majeures que vous avez pu y apporter? Bien, de 2000 à 2013, nous avons premièrement intégré la notion de parrain de l'édition qui n'existait pas par le passé. C'est nous également qui avons amené les plateaux off. Parce que par le passé, il y avait des animations dans les quartiers. On amène une troupe qui va dans un carré s'installer, commencer à jouer. Ça faisait du ridicule. Nous avons installé des podiums équipés en son et en lumière pour valoriser les artistes. Et ça a attiré le public de Bobo. Ça a rendu la manifestation très populaire. Et ensuite, nous avons revu le contenu artistique de la Semaine nationale de la culture en spécifiant davantage les disciplines pour permettre à tout créateur de se sentir interpellé par la manifestation. Avant, par exemple, on avait la musique traditionnelle. Nous avons dit que la musique traditionnelle ne permet pas de regrouper tout le monde. Nous avons éclaté la musique traditionnelle en chœur populaire, vedette de la chanson traditionnelle et musique traditionnelle instrumentale. La musique traditionnelle instrumentale pour mettre en exergue les virtuoses de nos instruments traditionnels. Les vedettes de la chanson traditionnelle pour mettre en exergue les virtuoses de la voix. Okay. Et les chœurs populaires qui sont des traditions qui existent dans toutes nos communautés culturelles. Donc la musique traditionnelle a été éclatée en 3 disciplines. Ensuite, il y avait ce qu'on appelait les arts de la scène moderne. Nous avons revu ça et nous avons parlé de création chorégraphique, afin de mettre l'accent sur la capacité de la jeunesse urbaine à s'inspirer de notre patrimoine chorégraphique pour créer un langage chorégraphique nouveau qui parle de ses préoccupations à elle. Ça a donné la création chorégraphique. Ensuite, nous avons travaillé également à valoriser les cultures en péril, comme il l'a si bien dit, en faisant venir à chaque édition les représentants des communautés culturelles qui ne sont pas visibles au plan national. Ensuite, nous avons ouvert la Semaine nationale de la culture sur les autres pays. Par exemple, les Bororo du Niger, Mamar Kassé du Niger, Djenabasek du Mali, les Tcheblengue du Mali. Nous avons fait venir également les danseurs Yakuba, ceux qui dansent avec les danseurs Yakuba de la région de Man. Nous avons fait venir le Babanga de la Rivera, ça sont les spécialistes du balafon. Nous avons fait venir le Ou-Théâtre de Taïwan, également une troupe des îles Canaries. Nous avons à chaque édition essayé d'apporter des regards autres sur la Semaine nationale de la culture. Eh bien, cela nous permet de faire une transition justement sur la deuxième partie qui porte sur votre vie de famille et votre vie en société. Mais avant, nous allons écouter un de vos collègues, en même temps parrain à plaisanterie, suivant.
souvent, on sortait avec Zio Bapion Michel, un de nos aînés qui est parti à la retraite il y a 3-4 ans, également, qui souvent, on partait vers Pincy, à des endroits pour manger le porc, boire la bière ou le chapalo, on s'amusait. Et on le taquinait, on disait, mais malheureusement, il n'y a pas de kinsi, c'est la viande de chien. Sinon, on allait, toi, c'est ton repas préféré. Et on s'amusait comme ça. Est-ce que M. Bitibali mange la viande de chien? Ah oui. D'accord. Je suis sans. Je vais vous dire une chose. Le chien, contrairement à ce que l'on pense, est l'un des animaux les plus sacrés de notre tradition. Le sacrifice du chien est l'ultime sacrifice. Et ensuite, je ne connais pas de communauté au Burkina qui ne consomme pas le chien. Toutes les communautés consomment le chien. Nous l'avons fait entre camarades. Au niveau de l'administration culturelle, ils sont très nombreux, les Désirés Ouedraogo, les Prosper Tchandrebego. Nous en avons pris. Quand je vais au village, si je rencontre, je le prends. Je n'ai pas ce complexe-là. D'accord. Ok. Vous avez 5 enfants. Oui. Que représente la famille pour vous? Ah, énorme. La famille, c'est tout. C'est la famille qui vous permet de vous projeter. C'est la famille qui vous oblige à aller de l'avant. C'est la famille qui vous contraint à tout accepter. Vous devez être un repère pour les enfants. Donc vous devez montrer le bon exemple. Et chaque fois que j'ai été affecté, parce que je suis de l'administration culturelle burkinabé, celui qui a le plus bougé, de Ouaga à Bobo, de Bobo à Ouaga, les tournées parfois pendant 2 mois, tournées et consorts. Chaque fois que je me déplace, je me dis, un enfant, ce n'est pas bon qu'il soit loin du parent. Il est toujours bon que le parent ait l'œil sur ses enfants. Je me déplace avec ma famille. Ça coûte ce que ça coûte, mais ça permet de maintenir la cohésion et d'avoir un œil assez vigilant sur l'éducation des enfants. Vous savez, il suffit que vous les perdiez pendant un petit bout de temps pour que vous ne reconnaissiez plus vos propres enfants. Donc la famille est sacrée pour moi. Nous allons justement suivre quelques commentaires de membres de votre famille. Okay. Bon, papa, c'est quelqu'un de très calme. Il est très patient, surtout avec nous. Et il est vraiment prêt à nous aider sur tous les plans. Voilà, peu importe le souci, l'inquiétude, c'est quelqu'un qui est toujours prêt pour nous trouver des solutions, pour nous aider dans tout ce que nous faisons au cours de notre vie quotidien et surtout active et socio-professionnelle. C'est quelqu'un qui a d'abord une vision autour du monde qui me plaît, à savoir, bon, il est du genre à concevoir le monde en termes de souvenirs et de projets. Et ça, c'est important parce qu'il a tendance à nous faire comprendre que si nous ne concevons pas notre monde en termes de souvenirs et de projets, cela a tendance à faire de nous des personnages d'emprunt, ce qui est tout à fait vrai. Bon, d'autre part aussi, c'est quelqu'un qui a le sens de l'écoute. Il nous traite tous au même point d'égalité. Il prône plus le dialogue. Et aussi, bon, c'est quelqu'un qui est du genre à ne pas, comme on aime le dire, caresser un enfant dans le sens du poil aussi. Il a joué pour nous le rôle de père et il continue de le jouer pleinement avec vraiment une très grande satisfaction. Il est vraiment un papa pour nous. Tonton Dansa, d'autres le disent tonton Jean, d'autres également l'appellent tonton Jean-Marie, est en tout cas actuellement un pilier de la famille Bitibali à Bobo-Dioulasso. Bon, ses qualités, il en a plusieurs. Il en a vraiment plusieurs. Il est toujours disponible pour la famille, quel que soit souvent son emploi du temps un peu chargé. Maintenant, il est à la retraite et franchement, j'apprécie et j'aime beaucoup plus passer de temps avec lui. Voilà. Bon, il y a aussi le fait que, concernant les romans, quand je lis beaucoup plus, je m'approche de lui pour prendre des explications. Et il m'a beaucoup aidé vraiment dans mon parcours scolaire. Jusqu'à présent, il continue à m'aider encore plus. Voilà. C'est vraiment un homme plein de sagesse,
Alors, donc, dans la sagesse, je pense que je peux mettre tout là-dedans. C'est un homme de sagesse, c'est un homme vraiment avisé. Il est d'abord, en plus de ce que j'ai dit, il est rigoureux. Il est rigoureux dans le travail. Je me rappelle quand j'étais au lycée, je faisais la classe de 6e, 5e jusqu'en 4e. Alors, tonton s'asseyait devant la cour. Alors, tu quittes l'école le soir avec ton sac, il est assis. Alors, tu arrives, tu lui dis, jeune homme, viens ici. Tu arrives, il prend ton sac, il te demande de faire le point de la journée. Alors, si tu n'arrives pas, bon, il y a une sanction qui tombe. Et il te dit, non, c'est pas comme ça, tu vas à l'école, c'est pour apprendre. Si tu as quelque chose qui ne va pas, tu dois pouvoir poser clairement le problème à ton maître. Et là, maintenant, il prend le relais à la maison et il nous met sur le chemin et en tout cas, il facilite cette compréhension. Alors, nous voyons bien que vous êtes un père à l'écoute, mais également un père très rigoureux. Oui, vous savez, quand on aime, il faut être rigoureux. Si vous aimez quelqu'un et vous le laissez faire ce qu'il veut faire, c'est que vous ne l'aimez pas en réalité. Parce que tout n'est pas à faire. Tout ne mérite pas votre attention. Il faut savoir vous concentrer sur un idéal. Et ça, il faut l'apprendre aux enfants. Qu'ils apprennent à être responsables dès le bas âge. Qu'ils comprennent qu'ils n'auront aucun recours dans la vie, sinon eux-mêmes. À partir de ce moment, ils comprennent qu'ils doivent poursuivre les études. Celui qui a parlé en Koko Donda, c'est le Benjamin de la famille. Lui, il a fait D. C'est quelqu'un qui a beaucoup aimé la littérature, bien qu'il ait fait la série D. Son grand frère, lui, il a fait informatique. Il a réussi. Et maintenant, il travaille dans ces registres-là. Je ne regrette pas du tout. Le dernier qui a parlé, c'est Soumaïla, qui est professeur à Ouaga 2 aujourd'hui. Donc, je ne regrette pas, quelque part, d'avoir été rigoureux avec les enfants, parce qu'il faut qu'ils assurent la relève et qu'ils assurent la famille. D'accord. Et l'amitié, que représente l'amitié pour vous? Ah oui, elle est fondamentale. D'accord. L'amitié est tout dans la vie. Quand bien même aujourd'hui, on a de moins en moins des amitiés sincères. Les amitiés d'aujourd'hui sont beaucoup plus orientées vers les intérêts matériels. L'amitié, c'est développer une partie de vous-même en l'autre et vice-versa. Et savoir cultiver ça continuellement, ce qui vous permet d'éviter certains écueils et de pouvoir planifier votre vie en sachant que vous avez quelqu'un qui vous regarde et qui vous soutient. Nous allons suivre une vidéo qui retrace quelques anecdotes sur vos traits de caractère. Suivant. Je sais qu'il y a mon petit frère, lui, quand on descendait de l'école, il s'arrêtait au bout du carré, il dit « Ah, tonton est là, lui, il ne rentre pas. » Parce que lui, l'école, ce n'est pas trop son fort. Donc, il s'arrête jusqu'à ce qu'il se déplace. Et là, maintenant, il court, il rentre dans la maison, il va voir la grand-mère, il dit « Ah, tonton est là, lui, il n'a pas été assidu en classe, il risque de le sanctionner. » Donc, il fuit la sanction. Donc, c'est des comportements comme ça qui, en tout cas, qui nous a permis, nous, vraiment d'atteindre ce niveau-là. Il est arrivé une fois, j'étais en première, si je me rappelle bien, on nous avait remis un devoir de maison. Voilà, c'était une dissertation. Moi, je suis rentré, il venait de revenir d'une mission. Donc, il était un peu tard aussi, hein, donc je lui ai demandé de m'aider à faire la dissertation. Je suis venu, il m'a dit il est fatigué, mais il va me donner quelques idées de rédiger moi-même, après on va corriger ensemble. Moi, j'ai écrit quelque chose, on peut dire ça comme ça, j'ai écrit quelque chose, et j'ai déposé sur la table et je suis rentré dormir. À ma grande surprise, il s'est réveillé tard la nuit, et il a vu le cahier, il a pris, il a lu. Il n'était pas du tout satisfait du travail. Au milieu de la nuit, il est venu me réveiller carrément pour me dire de reprendre le travail. Parce que ce que j'ai fait, c'est pas du tout bien. Moi, quelqu'un qu'on réveille tard la nuit pour reprendre un travail, franchement,
Et moi, ça m'a un peu sonné. Et vu qu'il n'était pas du tout content de ce que j'ai fait comme travail, je me suis remis à rédiger la dissertation. Et le lendemain matin, avant d'aller à l'école, je lui ai montré le travail. Il m'a dit « Ah, que voilà, que déjà tu savais le faire et puis tu m'as fait un massacre comme ça. » J'ai dit « Ah ». Donc c'est un peu l'anecdote et ça fait que nous on évitait vraiment de laisser nos cahiers traîner au salon. Parce que s'il prend un cahier et qu'il voit une erreur dans le cahier, il va te réveiller ou il va te dire carrément de reprendre. Parce que ça ne le fait pas du tout. Rigoureux dans l'éducation, ce qui nous permet justement de passer à une autre étape de l'émission qui concerne votre enfance et l'éducation que vous avez reçue. Quel genre d'enfant avez-vous été? Bon, à l'enfance, moi, j'étais pratiquement un enfant unique. Ma grande sœur s'est mariée un peu tôt. Je suis resté benjamin de la maison. Le papa... j'aimais le suivre partout, surtout quand il va au champ, quand il va à la chasse et consorts, j'aimais beaucoup le suivre. Et c'est le prêtre André Lebroux qui est venu m'arracher à cette affection. À partir du CP1, je n'ai plus connu une vie de... Enfin, à partir du CE2 plutôt, je n'ai plus connu une vie de famille parce que je suis parti à l'internat à Ségué au pays d'Ogon. J'ai grandi avec les autres enfants d'Ogon que je ne connaissais pas. Quelques jeunes Samoro qui étaient avec nous. Jusqu'à l'université, je n'ai pas connu de grande vie de famille, si ce n'est pas un mois, 2 mois pendant les vacances. Pas si bien que le papa, je n'ai pas eu à l'âge, à partir d'un certain moment, la possibilité de l'interroger sur beaucoup de choses. Et je sais que c'était un monument, parce que c'était un champion de lutte. Tous les pays s'en le connaissaient. C'était un homme très rigoureux dans le travail aussi. Et c'est celui qui est resté auprès de ses parents quand les autres sont partis dans l'armée coloniale. Donc il avait une parfaite connaissance de nos valeurs culturelles. Malheureusement, je n'ai pas pu trop l'approcher pour profiter de tout ça. Eh bien, nous allons maintenant écouter quelqu'un qui vous connaît depuis votre jeunesse. Suivant. Véritablement, il a marqué son temps parce que déjà au village, dans les travaux champêtres, c'est quelqu'un qui était vraiment déjà bien connu et réputé. Et au niveau de la tradition, peut-être c'est ce qu'il a fait, je ne sais pas, mais vous savez, entre parenthèses, il a été un champion de lutte traditionnelle au village. Donc ça veut dire que c'est des valeurs qu'on ne peut pas avoir si on n'est pas courageux, si on n'est pas travailleur. Au village, on avait un commandant de cercle au Mali qui refusait de boire l'eau de notre village, et du village de résidence qui est à 7 km, et qui exigeait que les populations du village de Menta, qui est à 7 km, donc son village, le nôtre, lui envoient de l'eau chaque jour. Et il y avait une barrique de 200 litres qui passait de famille en famille. Et au niveau de chaque famille, donc quand c'est votre tour, vous le remplissez, vous trouvez les moyens ça c'est votre problème. Mais il faut que le commandant ait son eau le matin. Alors, ils ont trouvé que c'était déplacé. Et dès qu'ils ont eu le bac, quand ils sont revenus, ils ont dit non, ça, il faut que ça s'arrête un jour. Et un jour, ils sont allés chez le chef de village. Et ils lui ont dit, bon voilà, nous disons, nos parents ne vont plus amener l'eau à Baye. Le chef du village était étonné. Il a dit, mais comment ça? C'est comme une institution. Si vous faites ça, on va nous enfermer tous. Ils ont dit non, ce n'est pas nos parents. C'est nous qui avons décidé que maintenant nos parents n'amèneront plus l'eau à Baye. Et le chef du village ne savait pas ce qu'il fallait faire. Alors le garde est venu de Baye quand il a eu l'information. Et il a demandé à réunir les gens, c'est le chef du village. Bon, les Bitibaliers avec d'autres frères qu'ils avaient organisés ont dit non, et ils n'iront pas au commandant de cercle, mais si le garde veut, qu'ils viennent les retrouver à Menta, au niveau du chef-lieu de notre village. Donc c'était déjà comme une petite révolution. Et le garde est parti, et le commandant lui-même il est venu, mais il n'a pas osé arriver au lieu de la réunion. Il est venu, quand il a vu un peu la mobilisation, il est parti. Et depuis ce jour, le village a été libéré de cette corvée. Et ça, tous ceux qui savent ça, je crois que les gens ont tellement applaudi, les ont béni ces jours, et c'est quelque chose qui est resté quand même dans nos têtes.
Vous avez pris un très gros risque en vous dressant contre une institution plus ou moins qui était établie à l'époque. En fait, ce n'est pas une institution. En fait, c'est le chef d'arrondissement. De fait. Oui, c'est le chef d'arrondissement qui relevait du cercle de Bankas, qui avait ses folies et qui estime que lui, il ne pouvait pas boire l'eau du village de Baye. Et en fait, ce que Adama a dit, c'est très juste. Moi, je suis arrivé de l'école, c'était Marcala à l'époque, non? Quand nous sommes arrivés, le lendemain de notre arrivée, je vois quelqu'un qui se trimballe une barrique, qui l'amène et qui dit au vieux, bon, il semble que c'est ton tour. Je me suis renseigné, le vieux m'a expliqué, j'ai dit, bon, il n'est pas question que tu amènes de l'eau à quelqu'un, déjà tu payes tes impôts. Tu es quitte avec l'État malien, il n'y a pas de raison que tu amènes de l'eau à quelqu'un. Et de fil à aiguille, nous avons mobilisé les autres camarades. Le commandant a usé de beaucoup de pression. Il nous a même convoqués à Baye, il a essayé de nous menacer. Nous sommes restés sur nos positions. Ce que Adama n'a pas dit, c'est que nous avons réuni le village et nous avons écrit une lettre au nord du village que nous avons adressée au commandant de cercle pour lui dire que son chef d'arrondissement est en train de sévir dans la région et nous ne sommes pas d'accord. Et le commandant lui a envoyé une lettre lui intimant l'ordre d'arrêter immédiatement cette pratique qui est contraire à l'éthique du gouvernement malien. Bon, heureusement, ça a pris fin. Mais il y aura d'autres problèmes encore qui vont naître dans la même zone. Comme je vous l'ai dit, c'est un territoire frontière. Le Mali concevait cette zone comme une zone à exploiter, mais le Mali n'avait jamais investi là-dedans. L'école à laquelle nous étions, c'est les prêtres qui l'ont créée et consort. Bon, c'est toute une histoire. Et nous sommes dit, nous ne pouvons pas laisser nos parents subir cette pratique qui relève de la période coloniale. Même le Blanc n'a pas demandé à quelqu'un d'amener de l'eau. D'accord. Vous êtes un enfant des territoires frontières. Oui. Et finalement, vous fréquentez au Mali. Oui. Est-ce que sur la partie Burkina, il n'y avait pas d'école en ce moment? Si, il y avait des écoles. À Kui, il y avait déjà une école. Mais comme il me plaisait bien de rester avec mon papa, qui avait choisi d'être à Menta, bon, je suis resté avec lui et le père Lebrou, quand il est arrivé, il a créé l'école. Moi, je suis de la première promotion de cette école-là. Et aujourd'hui, l'évêque de Sikasso, Jamati Tchama, nous sommes de la même promotion. Donc, il a fait vraiment œuvre utile. Et que retenez-vous principalement de votre cursus scolaire? Beaucoup de difficultés, d'énormes difficultés. Dès le CE2, s'il faut marcher sur 75 km pour rejoindre l'école ou rejoindre le village. 75 km? Ah oui. Chaque jour? Non, non. Vous venez en vacances. Oui, d'accord. L'école commence en début octobre. Vous marchez pour partir au pays de Gon à Ségué, c'est 75 km. Après, quand nous sommes arrivés à Bandiagara, il a fallu faire plus de 100 km parce que Bandiagara, il faut passer par Bankas et consorts. Et arriver à Menta, ça nous le faisions. Pourquoi? Parce que tout simplement, dès qu'on dit que les congés commencent demain, on ferme l'internat. Si on ferme l'internat, ça veut dire qu'on ne prépare plus. Si on ne prépare plus, vous qui n'avez pas de parents là-bas, qu'est-ce que vous faites? Il faut revenir au village. Nous marchons toute la nuit et c'est le lendemain à 22 h que nous arrivons à Menta. J'ai fait ça au moins 5 fois pour ce qui concerne l'enseignement secondaire. Après, bon, les choses sont allées un peu plus facilement parce que là-bas, à l'époque, ce sont tes mérites qui te mettaient à l'abri de certains problèmes. J'ai été constamment boursier jusqu'à l'enseignement supérieur parce que nous avions une très bonne moyenne et cela nous permettait d'être à l'abri de certains problèmes. Eh bien, nous abordons maintenant la rubrique corbeille. Vous allez donc tirer dans cette corbeille où vous avez des papillons sur lesquels sont écrits soit la chanson, soit la récitation ou la danse ou une acrobatie. Bon, on vous laisse aller. Je pense qu'il y a en haut, en espérant que c'est ma chance. Ok. Le chant. Chant, ok. Donc ça tombe bien. Pour l'homme de la culture, chanter devrait pouvoir être plus aisé que faire des acrobaties. Non, pas forcément. D'accord. Je ne suis pas un artiste. Ok. Coin, ere, coin, coin, essa yerema, yere coin, voilà. D'accord. La grille couronnée qui dit, vous n'irez pas, n'irez-vous pas? Moi, je m'en vais vers le bonheur. Suivez-moi. Allons-y ensemble. Voilà. Eh bien, super. Ce qui nous conduit directement vers la rubrique citation préférée. Vous allez nous donner 3 de vos meilleures citations que vous allez expliquer. Des citations d'auteurs? D'auteurs ou des citations propres?
Selon en votre Bamana, par inspiration. exemple, j'ai appris chez les Bambara de la région de Ségou qui disent que Maka Maya Kacha Aerekono. Les personnes de la personne sont multiples dans la personne. Pour dire que les philosophes traditionnels disent que l'homme n'est jamais, il n'est jamais toujours le même. L'homme est fluctuant, il est changeant et les circonstances lui imposent de savoir s'adapter. Donc ne dis jamais je connais un tel, dis tout simplement un tel aussi a osé faire tel truc. Les personnes de la personne sont multiples dans la personne. C'est ce que Ampaté Ba a essayé de reprendre dans son bouquin en disant aussi qu'en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. En fait, la citation, elle est de Banzoumana Sissoko, le vieil aveugle, qui dit que les vieux sont des détenteurs d'un savoir et le savoir, c'est comme un plat de taux posé. Quand tu prends une tartine, le dos d'une autre tartine se présente. Ça veut dire que c'est un fil continu qu'il ne faut pas rompre. Okay. Ensuite, il y a un écrivain américain qui s'appelle John Dos Passos. Son roman, le titre c'est Manhattan Transfer. Et là-dedans, quelque part, il y a un personnage qui dit, c'est plutôt John Steinbeck. Le roman, c'est à l'est d'Éden. Et il y a un personnage qui dit que la procréation est l'aveu d'un organisme incomplet. La procréation est un aveu de défaite. C'est très profond. Ça veut tout simplement dire que l'homme aspire à l'éternité. L'homme souhaite être éternel comme Dieu. Et comme il sait qu'il ne peut pas être éternel, il procrée. C'est une tentative désespérée d'accéder à l'éternité. D'où justement, la procréation est l'aveu d'un organisme incomplet. C'est parce que nous sommes incapables d'accéder à l'éternité que nous procréons dans l'espoir de continuer. C'est donc un aveu de défaite. Okay. Ce qui est assez profond comme réflexion. Et ensuite, Ahmed Sékou Touré, le premier président de la Guinée, dans ses profondes réflexions, a eu à dire qu'il faut rendre l'oppression des faits plus oppressive en y ajoutant la conscience de l'oppression. C'est un jeu de mots sur le terme oppression. Il faut rendre l'oppression des faits plus oppressive en y ajoutant la conscience de l'oppression. Ça veut tout simplement dire que tant que quelqu'un est opprimé, tant qu'il ne se rend pas compte qu'il est opprimé, il ne sent pas le poids de l'oppression. Mais quand il se rendra compte qu'on est en train de l'exploiter, qu'il est victime d'une exploitation, naît immédiatement le désir de se désaliéner et de se libérer. Donc, nous avions de grands penseurs et Ahmed Sékou Touré fait partie des très grands philosophes africains. Il faut rendre l'oppression des faits, c'est-à-dire l'oppression par les faits, plus oppressive en y ajoutant la conscience de l'oppression. Tant que tu n'as pas conscience qu'on t'exploite, tu ne sens pas le poids de l'exploitation. Mais les jours où tu t'en rendras compte, ça devient un poids et naît le désir de te libérer. Voici à peu près les 3 citations. Je ne sais pas si j'ai été correct. Oui, en tout cas, 3 belles citations qui nous permettent justement d'aborder la rubrique souvenirs. Nous allons défiler une série de photos que vous serez appelés à commenter. D'accord. Allons sur la première photo. Quel souvenir? Cette photo a été prise à Hanovre en octobre 2000. C'était la journée du Burkina. Vous savez, l'exposition universelle à cette année-là s'est tenue à Hanovre en Allemagne. Et le Burkina y a participé. Et moi, j'étais responsable du programme culturel. La deuxième photo, c'est en 1979 à Bamako, quand j'étais à l'école normale supérieure, avec mon ami d'enfance Jean-Pierre Sérémé. Nous sommes partis à Nyarela. Ça, c'est à Nyarela, dans un studio de Nyarela qui s'appelle Studio El Hadji. À l'époque, le jean était très prisé. C'est du blue jean que nous avons fait coudre par un Guinéen. Et justement, nous sommes allés au studio pour prendre ça en souvenir. Ça, c'était en 1979, les débuts de l'école normale supérieure. Nous croyons que tout était facile. Après, on s'est rendu compte que c'est plus compliqué qu'on le pense. La photo qui suit, c'est en 2006. J'ai été invité sur un festival de cinéma documentaire à Atibaya, qui est à 1 heure de Sao Paulo. Je suis parti
Et justement, j'ai rencontré ces jeunes artistes. Ceux qui suivent les telenovelas brésiliennes doivent les reconnaître. Il s'appelle Moreno. Et il m'a vu et il s'est approché pour qu'on échange, il voulait connaître un peu le Burkina et consort. Et c'est à cette occasion qu'il a demandé une photo. Ce garçon, c'est un garçon très sympa. La photo qui suit, c'est le prêtre qui a créé notre école à Menta, André Lebrou. Okay. Après avoir fondé cette école, dans les années 70, il y a eu la fameuse famine. Et il a fait venir des vivres de France. En fait, des vivres, ce n'était pas grand-chose, des biscuits pour les enfants, des laits en poudre et consorts. Et il les a fait descendre à 20 km du village parce que aucun véhicule ne pouvait venir à cette période-là jusqu'à Menta. Et il nous a demandé de nous organiser avec les vélos pour aller chercher ces vivres-là. Nous sommes allés chercher les vivres. Il a beaucoup plu ce jour. Et beaucoup de gens sont tombés avec les mêmes vivres. On n'a pas ramené grand-chose. Mais il a simplement dit qu'il faut qu'on partage ça aux gens de tous les villages sans distinction de concession, de confession. Il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de... Tout c'est destiné à tous les villages. C'est ce que nous avons fait. Quand le diocèse de Mopti a appris que le Père Lebrou a fait ça, ils l'ont relevé, ils l'ont envoyé jusqu'à Gao. Je ne l'ai plus revu. Et c'est en 1999, quand je suis parti préparer la caravane du Sahel au Mali, nous sommes passés par San. J'ai appris qu'il serait à la paroisse de San. J'étais avec Désiré Ouedraogo et Nyama Paco Drabo, que vous connaissez. Donc, nous avons dormi à San et le matin, je leur dis, je vais aller voir mon papa. Désiré me dit, ah bon, ton père est à San? Je dis, oui, mon papa est à San. On arrive à la paroisse, il me dit, mais ton père fait quoi à la paroisse? Je dis, tu le verras. Ah, il travaille, il est catéchiste ou quoi? Je dis, tu verras le papa. Quand Père Lebrou est sorti, j'ai dit, voici mon papa. Il n'en revenait pas. J'ai dit, c'est lui qui m'a mis à l'école. André Lebrou. Okay. Il est retourné en France parce que sa santé est devenue très précaire. Voilà. La photo qui suit, c'est à Tao Yuan, une ville à côté de Taipei. Je suis parti en 99, en février 99. Pendant le FESPACO 99, je suis parti avec la troupe Djigia de Bobo Dioulasso. La petite histoire dans cette tournée, c'est que quand nous sommes arrivés, on nous a tous logés dans un hôtel de 12 étages. Et comme il fallait prendre l'ascenseur, chaque fois que nous sortons, il y a une troupe de la Corée du Sud. Quand elle nous voit grand noir, elle fuit. Jusqu'à l'ouverture du spectacle. Et justement, c'est dans la salle de l'ouverture du spectacle comme ça. La salle s'appelle le Big Egg. Ça fait 10 000 places assises. C'est une salle couverte. Donc, quand nous sommes allés à l'ouverture, c'est Djigia qui a animé. Les jeunes ont commencé leurs acrobaties. Depuis ce jour, quand nous descendons, les Coréennes accourent dans notre car et s'asseyent dans notre car et nous faisons les tournées dans les villages. Mais pourquoi elles fuient alors? Bon, elles n'ont jamais rencontré de Noirs, probablement. Elles n'ont peut-être jamais rencontré de Noirs et puis encore des grands, parce que Djigia, c'est des gaillards. La photo qui suit, c'est la première rencontre des chasseurs de l'Afrique de l'Ouest, tenue en janvier 2001 à Bamako, au Mali. Je suis avec l'ambassadeur du Burkina de l'époque, Sophie So. Nous avons participé à cette rencontre. D'abord en communication, j'ai donné une communication sur l'univers du chasseur et la création artistique cadre du Burkina Faso. J'étais avec le docteur Doti Bruno Sanou et Nawon Oumarou de l'université de Ouaga. Après, les délégations des chasseurs des différents pays ont suivi un parcours qui les a menés à Ségou, Sikasso, Nyamfolla et consorts. Moi, je les ai accompagnés, mais j'avoue que c'est de très grands moments. Bien, la photo qui suit, c'est à Boaké en août 88. Je vous disais au départ que nous devrions prendre part à un festival qui s'appelait le Festival du théâtre scolaire et universitaire, qui réunissait les pays de la francophonie. Donc je suis parti avec la troupe de Koudougou, du lycée provincial de Koudougou. Celui qui est arrêté à droite, c'est Antoine Ki, qui était le professeur de français du lycée, et c'est lui qui a encadré la troupe. Nous y sommes partis, nous avons pris part à ce festival qui était au départ une compétition. Mais au vu du contexte, le ministre ivoirien de l'information et de la culture de l'époque, Laurent Donnan-Fologo, a proposé qu'on supprime la compétition et il a donné des trophées à chaque délégation. Moi, j'ai ramené les médailles à Ouaga et je crois que c'est un des premiers trophées que Alimata Salambéré a pu garder dans son bureau en tant que ministre de la Culture à l'époque. La photo qui suit, c'est
je crois, une année après ma prise de service à la DHL, j'étais logé à Gungué, au secteur 9. Et là, après le boulot, comme dans mes habitudes, j'étais en train de faire le thé avec les camarades. Et cette photo a été prise à cette occasion-là. Ça doit être en 89. Celle qui suit, c'est les grands souvenirs du service national populaire. Ça, c'est à la direction du SNP. Et l'arme que je tiens, je crois que c'est une G3. Nous avons fait ça pour la parade, juste pour prendre la photo. Mais j'ai passé carrément une année sous le drapeau et j'avoue que je ne regrette pas du tout parce que ça ajoute des dimensions humaines que l'école moderne ne vous offre pas. Soit dit en passant, l'école moderne ne forme pas l'homme, remplit les têtes. Il faut aller ailleurs pour avoir la possibilité de grandir en tant qu'homme. Celle qui suit, c'est la première édition, ma première édition de Semaine nationale de la culture, Bobo 2002. Celui qui est à côté, c'est le président du comité d'organisation, Zef Kaoun, qui sera par la suite ministre de la Communication. C'est notre première édition. Vous savez que toute première édition, il y a un grand stress que vous avez. Vous ne savez pas comment les choses vont se passer. Et c'est à cette occasion que nous avons fait venir Mamar Kassé du Niger pour l'animation. Ça a été une édition très populaire à cause des plateaux off. La photo qui suit, c'est la famille. Je suis avec madame, elle s'appelle Fatmata Kone, elle est originaire de Tougan, elle est née à Bamako, elle a grandi à Misra. Et les enfants, de la gauche vers la droite, de ma gauche vers ma droite, vous avez Patrick qui a parlé, celui qui a fait informatique. Celle qui suit, c'est la première, elle s'appelle Orokia, elle est mariée à Bamako. Ensuite, celle qui suit, c'est Céline Mariam. Elle a fait des études, elle a fait le lycée professionnel de Bobo. Aujourd'hui, elle travaille sur les réseaux de production de beurre de qualité. Elle est à Bobo ici. Ensuite, celle qui est à côté d'elle, c'est celle qui est assise dehors. Elle a fait des études de lettres à l'université de Koudougou. Elle a une licence en lettres modernes. Et le dernier, c'est Roger, le Benjamin de la maison. Le petit qui est assis entre nous, c'est l'enfant de Mariam. C'est mon petit-fils. J'en ai deux. Lui, il a une grande sœur qui fait aujourd'hui, qui a fait la 6e, elle doit aller en 5e. Puis ce gamin-là. Nous tirons vers la fin de cette émission, mais avant, nous allons faire un tour à la régie pour suivre encore une série de commentaires, une série de témoignages. OK. Tonton Jean, je voudrais vous dire merci. Merci pour l'encadrement que vous nous avez donné. Bitibali, je souhaite que tu puisses laisser à la postérité quelque chose sur les 6 éditions de la SNC que tu as eu à faire. Que tu puisses écrire un ouvrage pour témoigner de ce que tu as pu faire au niveau de ce département en charge de la culture, parce que ce sont des jeunes qui sont là et qui ne connaissent pas tout le parcours qu'on a eu à mener. Voilà, je te demande, tu es un intellectuel, un homme de lettres, ce que je te demande, si tu peux, peut-être que tu as commencé, je ne sais pas, voilà, écris un ouvrage, quelque chose, pour laisser à la postérité. Chef Bitibali, nous t'avons toujours appelé affectueusement chef. Ce n'était pas parce que nous émergeons chez toi. C'est parce que tu étais là, tu nous suivais, tu guidais nos pas. C'est vrai que l'âge fait tomber les dents. Aujourd'hui, les temps passent. L'administration vous a contraint à une retraite. Mais pour moi, cette retraite, elle est administrative. Ce que je voudrais bien que tu saches d'abord, donc, c'est d'abord te dire merci pour tous les enseignements que nous avons eus avec toi, parce que nous avons travaillé ensemble au niveau, donc, quand je dis travailler ensemble, on a grandi sous vos conseils. Nous avons essayé de suivre vos pas. Mais seulement ce que je te demande, c'est d'être encore un peu plus audacieux. Ce n'est pas encore tard. Parce que je constate qu'il y a un peu de réserve dans ce que tu fais. Tu sais faire beaucoup de choses, mais tu attends qu'on vienne forcément te demander avant de le prouver. Mon seul rêve, c'est que tu puisses écrire tout ce que tu as vécu durant tes fonctions et tes rencontres, que pourquoi pas un jour, moi, je puisse illustrer ça en peinture et faire une exposition sur toi. SP Bitibali, je vous souhaite vraiment une très bonne retraite jusque-là
Que le Seigneur vous accorde toujours la santé et que vous puissiez continuer toujours à partager vos connaissances. Papa, tu es quelqu'un que j'aime beaucoup et vraiment, ta capacité à analyser le monde vraiment me plaît beaucoup. Franchement, j'ai l'impression d'avoir vraiment une bibliothèque à côté de moi, chez moi, à la maison. Et je souhaite vraiment que ta retraite soit fructueuse, non seulement pour nous, mais pour toutes les personnes qui s'approchent autour de toi pour pouvoir prendre des expériences de ta vie assez convaincante et assez modeste. Je t'aime énormément et je t'aimerai toujours. Papa, j'aimerais te dire que nous, tes enfants, nous t'aimons bien. Nous ne cesserons de te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous et tout ce que tu continues de faire pour nous. Notre souhait vraiment, c'est de ne jamais te décevoir et de toujours veiller à ce que tu sois toujours satisfait de ce qu'on fait pour toi et vraiment que Dieu te garde en parfaite santé parmi nous et qu'il te permette toujours de nous supporter et qu'il nous donne la force aussi de te supporter. Que vous inspirent toutes ces paroles? C'est des paroles très sympathiques qui me vont droit au cœur. Quand vous réalisez que vous êtes l'objet de tant d'affection, cela vous met du baume au cœur et également vous engage à d'autres responsabilités pour ne pas décevoir ceux qui ont foi en vous. Adama Soso, le député, il l'a dit. Il dit qu'il souhaiterait que je sois plus ambitieux ou plus audacieux. Vous savez, la culture nous enseigne beaucoup de choses. En Bamadan, on dit « Oulu welelen de Gouachikadi ». Oulu welelen de Gouachikadi. Je ne suis pas d'une culture à me précipiter sur les choses. Il faut être très réservé, savoir observer le monde, comprendre les gens avant de s'engager. Lui, il est peut-être sur un terrain. Ce terrain, il l'a choisi et il se bat là-dedans. Ce n'est pas forcément mon choix. Mais est-ce que vous pouvez traduire la citation? Non, c'est simplement dire que c'est quand tu appelles un chien que tu peux l'avoir facilement pour le frapper. D'accord. Voilà. Donc, c'est des questions de choix de vie. Et le monde aujourd'hui nous propose beaucoup de possibilités. Moi, j'ai compris que par la culture, on peut réaliser beaucoup de choses. Et mon souci le plus important, ce qui me préoccupe le plus aujourd'hui, c'est de travailler à transmettre une certaine vision du monde telle que le Benjamin l'a dit. Parce que pour moi, on ne peut pas se développer autrement que par sa propre culture, premièrement. Et deuxièmement, il ne faut jamais croire qu'il y a un modèle de développement. Dès que vous pensez qu'il y a un modèle de développement, vous commencez à imiter quelqu'un. Et quand vous commencez à imiter, vous ne créez plus. Vous devenez, c'est ce qu'on appelle en français le mimétisme. Si le gars va dans le mur, vous allez dans le mur. Prenez du recul, essayez d'approcher vos propres cultures, comprendre les valeurs qui fondent votre humanité et à partir de là, acquérir les ressorts qui peuvent vous permettre de décoller. C'est pourquoi quand on me posait les questions, par exemple, sur la Semaine nationale de la culture, beaucoup de journalistes me l'ont dit, quelle est la discipline la plus importante de la Semaine nationale de la culture? Je dis c'est l'art culinaire. Ça les fait rire. Mais je sais que quand ils vont réfléchir, ils se rendent compte que j'avais parfaitement raison. L'art culinaire procède d'une reconversion des mentalités. Amener les gens à comprendre qu'il faut compter sur soi. Comprendre qu'il faut être autonome, produire et consommer, transformer ce que nous produisons. C'est exactement ça que nous proposons pour les Semaines nationales de la culture. Et aujourd'hui, moi, je suis fier de constater aujourd'hui que quand vous allez sur les surfaces, vous avez de plus en plus de produits burkinabés. Ensuite, quand il y a des réceptions, des fêtes, des mariages et consorts, de plus en plus, c'est nos produits locaux qui sont proposés. Ça veut dire que la reconversion des mentalités commence à venir. Vous voyez combien de femmes travaillent dans le beurre. Vous voyez combien de femmes travaillent dans le soumala, ce qu'on appelle kolowo. Vous voyez combien de femmes travaillent dans la transformation du fonio et consorts. Ça, ce sont des valeurs essentielles. Donc il faut qu'on amène la jeune génération à comprendre qu'elle ne peut compter sur la culture de personne, si ce n'est la sienne, et qu'elle doit respecter cette culture et l'approcher. C'est pourquoi, si vous permettez, je reproche à notre école de n'avoir pas pris en compte nos valeurs culturelles dans la conception du système éducatif burkinabé.
Avec les indépendances, l'opportunité était bonne. Bien sûr, de prendre la voie que les Blancs proposent pour l'acquisition des savoirs techniques et scientifiques, mais également prospecter du côté de nos valeurs traditionnelles pour intégrer dans le système éducatif la formation, l'initiation traditionnelle. Si vous allez découvrir les Djoro Lobby, il y a plein de valeurs dedans. Et ça, nous n'avons pas pris ça en compte. Notre école est en déphasage par rapport à nos communautés culturelles. Et ça, c'est un gros dommage qu'il faut qu'on répare. Et je souhaite que les responsables du système éducatif prennent ces valeurs-là en compte, parce que si on reste comme ça, les détenteurs de ces valeurs vont disparaître. Et quand on va croire qu'on a pris conscience de la nécessité de revenir à nos valeurs, il n'y a plus de valeurs. Et ça va être la catastrophe. Il est encore temps de se pencher sur ces choses-là. Je suis profondément ému par les marques d'affection des personnes qui nous ont approchés. Prosper a souhaité que je puisse laisser des traces en termes d'écrit. Nous nous exerçons à ça. Vous savez, c'est difficile l'écrit. Mais nous allons essayer de le faire, bon, à la hauteur de nos possibilités. Si on arrive à éditer, tant mieux. Si on n'arrive pas à éditer, peut-être que les enfants travailleront à rendre ça disponible pour les gens plus tard. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport aux différents commentaires. Eh bien, nous avons été très heureux de dérouler cette émission avec vous. Nous avons appris énormément de choses, nous avons reçu beaucoup de leçons. George W. Bush disait qu'une vie réussie doit inclure le service aux autres. Chers amis téléspectateurs, joignez-vous à moi pour dire merci à Dansa Bitibali et prenez exemple sur ces leçons de vie afin d'être utile aux autres. Sur ce, je vous souhaite bien le bonsoir et à la prochaine.